Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre invitée cette semaine, Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Front National. Donc avec vous, bien sûr, on va balayer l'actualité. On va parler de votre sujet favori, le sujet de la campagne aussi, c'est la crise et l'euro. Et vous serez aussi interrogé par Raphaël Kahn. Bonjour, journaliste donc à France 24 et aussi spécialiste de l'économie. Et dans cette deuxième partie, nous parlerons de politique étrangère. Mais avant, peut-être l'actualité brûlante avec deux proches de Nicolas Sarkozy, Thierry Gaubert et Nicolas Bazir, anciens directeurs de campagne d'Édouard Balladur, ont été mis en examen dans le cadre du financement de la campagne présidentielle de Balladur en 1995 et ses éventuelles ramifications dans l'affaire de l'attentat de Karachi. Alors déjà, votre réaction, et est-ce que la justice, cette fois, va devoir aboutir, ou on va arriver peut-être une fois de plus à des relax? Écoutez, je pense que cette affaire Karachi est probablement la plus grave de toute la Ve République, puisqu'il s'agit non seulement de financement occulte, non seulement de ces rétrocommissions qui semblent être devenues dans la République française une habitude, mais que évidemment il y a eu des morts à la suite de cette affaire. Je pense que cela, plus les révélations du livre de M. Péan, La République des mallettes, démontrent que loin de s'être arrêté, cet affairisme gangrène jusqu'au centre de la République, jusqu'à l'Élysée, avec des personnages qui sont éminemment sulfureux, M. Takedine, M. Djouri. Ce qui concerne M. Djouri, c'est quand même quelqu'un qui vient de la criminalité tout de même, hein, et qui aujourd'hui semble se balader au sens propre comme au sens figuré dans les allées de l'Élysée où ils ont leurs habitudes. Bon. Ces affaires-là, je crois, doivent faire l'objet de la part de la justice, effectivement, d'un travail sérieux et sincère, parce que les Français ont le droit de savoir. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà, il faut aller jusqu'au bout, d'autant qu'encore une fois, on parle de mort dans cette affaire Karachi, ce qui lui donne évidemment une gravité toute particulière. Alors, la semaine dernière, Robert Bourgi, qui a aussi mis en cause votre père sur les valises des billets, révélait que, eh bien, à l'Élysée circulaient les valises. C'était donc Chirac et Villepin qui étaient visés. Aujourd'hui, ce sont des proches de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous voyez une concomitance? Est-ce que là, on revit une guerre des droites Balladur-Chirac? Oui, enfin, je crois que les révélations de M. Bourgi, dont il ne vous a pas échappé que celles concernant Jean-Marie Le Pen ont été extrêmement tardives. Ah, justement, je voulais en parler. Comme si on s'était rendu compte que, oh mon Dieu, est-ce que Marine Le Pen ne va pas, somme toute, apparaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la seule candidate qui n'a pas mouillé dans toutes ces affaires. Bon. Mais je pense qu'il s'agissait d'un contre-feu, justement, et à l'avancée de l'enquête sur Karachi, et aux révélations qui sont tout de même spectaculaires de M. Péan. Je m'étonne d'ailleurs que le livre de M. Péan n'ait pas fait l'objet d'un intérêt de la part de la presse. Quasiment personne n'en a parlé, alors même qu'il a à tout le moins la réputation d'être quelqu'un qui est sérieux. Il le dit dans son livre, il n'a pas de preuves. Oui. Mais alors on pourrait croire oui, Péan sûr, qui dit qu'il n'a pas de preuves, et vous dites, en ce qui concerne votre père, que ce sont des fariboles, et que dans le fond, vous savez qu'il n'y aura pas de preuves non plus. Vous savez, je parle, et je pense que les Français ont du bon sens. Bon. La révélation de M. Bourgi, qui d'ailleurs indique que tous les témoins sont morts, c'est quand même pas de chance. Bon, Bongo, que M. Bongo aurait accordé des valises à quelqu'un qui n'avait absolument aucune chance d'être élu, ce qui évidemment paraît tout de même étonnant, parce que si l'habitude des mallettes a été prise depuis longtemps, c'était en général à destination évidemment de ceux qui éventuellement pouvaient être élus. On a bien vu d'ailleurs que... peut-être qu'il ménageait l'avenir, il se disait... Oui, c'est ça, il ménageait tellement l'avenir qu'une des premières décisions de Nicolas Sarkozy a été de faire un trait sur la dette. Donc votre père n'a jamais touché... Bongo de 40 millions. Votre père n'a jamais touché de l'argent. Après tout, une campagne électorale, ça coûte cher. Une petite valise de billets, c'était pas le bienvenu. D'abord, madame, on parle de 1988, hein, on ne parle pas, en l'occurrence,
l'occurrence de 2002, Jean-Marie Le Pen devait faire 7% dans les sondages, voyez-vous. Donc ça m'étonnerait que M. Bongo ait eu le moindre intérêt à accorder une aide quelconque à la campagne, même si à l'époque, vous le savez, il n'existait pas de loi pour encadrer le financement des partis politiques, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, en l'occurrence en 2002, mais il n'avait aucun intérêt à le faire, et je crois que c'est l'intérêt qui existe dans ces affaires. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que moi je suis très scandalisé de voir que ces méthodes, me semble-t-il, ont persisté sans interruption jusqu'à nos jours, que l'Afrique, qui a bien besoin de son argent et de ses richesses, continue d'être pillée par un certain nombre de nos dirigeants politiques, soit à titre personnel, soit avec l'aide d'un certain nombre de grandes sociétés françaises, alors même que je tiens que les Africains ont le droit de bénéficier des richesses de leur propre pays. Ils ont le droit à un développement économique parce que ils ont le droit de vivre chez eux. Et je pense que le meilleur moyen de fixer les populations dans leur pays d'origine, c'est de leur donner la possibilité de pouvoir vivre correctement dans leur propre pays. Donc on ne vous peut pas en même temps, donc madame. Les valises de billets, que ça concerne Chirac, Villepin ou Nicolas Sarkozy, ou même dans l'affaire de Karachi, les rétrocommissions, vous dites c'est vrai. Vous le croyez? Oui, je crois que c'est vrai. Oui, je le crois, et je pense que la justice, d'ailleurs, le déterminera. Encore une fois... Est-ce que Balladur doit être entendu, par exemple? Mais tout le monde doit être entendu. Écoutez, quand monsieur, je suis désolé, mais quand le Conseil constitutionnel indique, l'ancien président du Conseil constitutionnel nous dit qu'en 95, tant les comptes de M. Chirac que de M. Balladur auraient dû être rejetés. Ça veut donc dire que cette instance suprême qu'est le Conseil constitutionnel a violé ses propres règles et a entériné des comptes de campagne qui auraient dû être rejetés parce que, notamment sur celui de M. Balladur, il y avait 10 à 15 millions de francs qui avaient été déposés en liquide. Nous sommes aujourd'hui une république bananière. Voilà, ça c'est la réalité. La corruption n'a jamais cessé dans notre pays, elle s'est même aggravée, elle est entre les mains aujourd'hui d'affairistes, aux grandes dames bien sûr de la démocratie, de l'honnêteté, de l'éthique, et aux grandes dames des Français, parce qu'il faut quand même qu'ils sachent une chose, les Français, c'est que la corruption, c'est eux qui la Alors, payent. est-ce que vous promettez, vous posez en avocate de la morale, est-ce que vous passez le Karcher? Vous dites faut se débarrasser, il faut nettoyer l'État des jouisseurs, des affairistes et des corrompus. Oui. Donc vous jouez du Karcher comme Nicolas Sarkozy? Oui, je pense que d'ailleurs le Karcher devrait en premier lieu être utilisé dans les allées du pouvoir, avant même d'être utilisé dans les allées d'un certain nombre de quartiers difficiles et délictueux. Parce que, encore une fois, il n'y a de valeur que d'exemple. Et il est évident que je ne vois pas quelle autorité peut avoir un État, je ne vois pas quel respect il peut susciter lorsque, à l'évidence, il y a des gens qui sont là pour se servir et non pas pour servir, qui défendent leurs intérêts personnels, qui s'enrichissent au détriment des Français et en usant du pouvoir que les Français leur ont accordé. Ceci est à l'évidence inadmissible et nous interdit de donner la moindre leçon de morale comme on a cru pouvoir le faire. C'est toujours le slogan tête haute, main propre. Oui, tête haute et main propre, exactement. Parce que pour grimper au cocotier, comme le dit mais il y a aucun proverbe africain, il faut avoir le derrière propre. Mais il n'y a absolument aucun problème. Le Front National n'a jamais été mis en cause dans aucune de ces affaires. Et lorsque nous avons eu affaire, madame, lorsque nous avons eu affaire à des personnes qui étaient indélicats, ça peut arriver dans un parti politique, nous les avons jetés à la porte. Et on n'a pas attendu qu'une décision définitive de justice intervienne, comme ça a été le cas dans l'affaire Guérini, comme ça a été le cas dans l'affaire de cet élu socialiste qui a été condamné définitivement pour agression sexuelle. Nous, on prend nos responsabilités. Nous pouvons éventuellement avoir des gens qui parfois se tiennent mal, mais notre mouvement politique a toujours pris soin de prendre des décisions immédiatement à l'égard de ceux qui se comportent ainsi. On va parler, on passe à l'économie qui est votre sujet favori. Donc peut-être juste question
assez courte. On vous entend beaucoup, vous, Marine Le Pen, sur la dette et l'euro. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un sujet un petit peu ardu pour les Français? Ah, je ne crois pas du tout. C'est ce qu'un certain nombre de responsables politiques ont cru. Ils ont cru que la dette serait un sujet qui n'intéresserait pas les Français. Je crois au contraire que les Français ont très bien pris conscience que non seulement il s'agit d'eux-mêmes, mais de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et peut-être même sur 6 ou 7 générations, vu le niveau de l'endettement qui est celui de la France. Je pense que ce problème de la dette met aussi en lumière les choix du gouvernement. Il faut faire des économies, certes, mais lesquelles ? Et c'est toute la question, et c'est la grande différence de vision qui existe entre l'UMPS et nous. Les économies qu'ils veulent faire, c'est toujours sur les mêmes. C'est sur les classes moyennes, c'est sur les classes populaires. On prend des décisions qui sont scandaleuses, on dérembourse des médicaments en permanence, on augmente les mutuelles, on augmente la CSG, alors même, et les Français en sont conscients, qu'il y a une somme de gabegie inimaginable en France, que les robinets de la pseudo-générosité sont grands ouverts, qu'on prend en charge toute la misère du monde, et c'est la raison pour laquelle nous proposons, nous, des économies qui soient d'abord des économies sur l'immigration, d'abord des économies sur la fraude sociale, d'abord des économies sur les dérives de la décentralisation, sur l'argent que nous versons à l'Union européenne et qu'elle conserve chaque année, c'est quand même pas rien, c'est 7 milliards, etc., etc. Alors justement, l'Union européenne, on va en parler, parce que vous êtes finalement la seule candidate parmi les candidats déclarés jusqu'à présent à promettre la sortie de la zone euro si vous êtes élu. Alors on va revenir sur la faisabilité, parce qu'encore faut-il que ce soit possible, mais dans quelle mesure, d'après vous, la sortie de la zone euro mettrait la France à l'abri de la contagion qu'on voit aujourd'hui avec la crise qui touche la Grèce et d'autres pays d'ailleurs de la région méditerranéenne? D'abord, je n'ai jamais indiqué que mon espoir était de sortir seul de la zone euro. J'ai toujours dit, et depuis de nombreux mois, que je voulais un plan concerté, planifié, organisé de sortie de l'euro. Ce serait dans les combien si vous êtes élu? Et que j'espérais, écoutez, je pense que ça peut s'organiser sur 6 à 8 mois, et que j'espérais une initiative franco-allemande. Moi, je crois beaucoup au couple franco-allemand. Encore faut-il que les peuples soient entendus. Je vois que le peuple allemand est très majoritairement contre les plans de renflouement à répétition. Le peuple français est très majoritairement contre les plans de renflouement à répétition. Par conséquent, je pense qu'une initiative franco-allemande d'organisation justement de la sortie de l'euro permettrait d'anticiper ce qui de toute façon arrivera. Mais vous voyez bien, Marine Le Pen, que si on décide effectivement de faire comme vous le souhaitez, c'est-à-dire de convoquer en gros un sommet européen dans les 6 à 8 mois, de deux choses l'une, soit les pays européens acceptent la sortie de la France, ce qui veut dire qu'on est finalement devenu un boulet comme la Grèce, ou bien, au contraire, ils s'y refusent. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous déclenchez une guerre commerciale en Europe? Mais non, monsieur, pas du tout. La guerre, c'est aujourd'hui qu'elle a lieu. L'euro, ça devait être la paix, l'euro, c'est la guerre. Voilà. L'euro, c'est les insultes entre pays. Aujourd'hui, les pays du Nord insultent les pays du Sud. Aujourd'hui, les Allemands s'élèvent et deviennent hostiles à d'autres pays européens qu'ils traitent de tricheurs, de gaspilleurs, etc. Vous voyez bien qu'il y a là les germes d'une véritable guerre. Or, moi, je dis que je tiens évidemment à l'amitié entre nos peuples, et je pense que nous avons un destin commun, mais je ne crois pas que ce destin passe par l'euro. Je pense que l'euro va s'effondrer, voilà. Et je ne suis pas la seule à le penser. Jacques Delors dit il faut sauver la Grèce et on sauvera l'euro. Mais c'est faux cela. D'abord, on ne sauve pas la Grèce, on tue la Grèce. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. On ne sauve pas la Grèce, on essaye de sauver l'euro. Ils essayent de sauver le dogme de l'euro. Cet euro, la zone euro va imploser. La vraie question, c'est est-ce que des responsables politiques doivent anticiper cette implosion, comme je veux le faire, ou est-ce qu'il faut attendre et subir l'implosion avec la conséquence dramatique? Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recapitalise les banques comme le demande le FMI, parce que ça coûterait 200 milliards d'euros, ce dont le Fonds monétaire international. Est-ce que, comme le dit... La France ne va pas recapitaliser toutes les banques européennes déjà. Bon, non, je parle pas de la France. 200... Non, c'est pas vrai. C'est pas 200 milliards d'euros. C'est pas vrai. Pour l'ensemble de la zone euro, oui. Excusez-moi, la société... Oui, si. d'accord, mais moi, on parle de la France. Mais je pense aux banques françaises. Le FMI ne s'adresse pas à la France. Non, mais voilà, il s'adresse très bien à l'Europe, bien sûr. Moi, je crois, aujourd'hui, à la limite, la Société Générale coûte pas très cher.
pour ce qu'elle rapporte. Je pense qu'effectivement, l'État devrait intervenir et se rendre propriétaire, au moins partiellement, et peut-être à titre temporaire, d'un certain nombre de banques. On parle quand même de 2 milliards d'exposition à Société Générale, 6 à 8 sur BNP Paribas, et pareil pour le Crédit Agricole. Donc on est quand même face à des gros montants. Oui, et encore, on ne sait pas tout, parce qu'il y a quelque chose dont personne ne parle, ce sont les CDS, c'est-à-dire les assurances qui ont été prises sur le défaut d'un des pays de l'Union européenne, et notamment sur la Grèce. On voit là qu'il y a un effet, de levier et cataclysmique. On est voilà, on le sait. Bon, donc, quel est le rôle d'un responsable politique et d'un dirigeant politique? C'est de protéger les déposants français. Et pour cela, je crois que la première chose, c'est de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Les banques d'affaires se débrouilleront. Si elles doivent tomber, elles tomberont. C'est pas notre problème. Il faut séparer leur activité? Oui, bien sûr. Il faut séparer leur activité. Ça, c'est ce que tout le monde propose. C'est ce que tout le monde Oui, mais faisons-le. Et pourquoi on ne le fait pas? C'est ça. J'entends beaucoup de bonnes idées, souvent issues d'ailleurs de ce que nous avons dit depuis des mois, mais personne ne le fait. On sépare les banques de dépôt et les banques d'affaires, et l'État nationalise à titre temporaire et partiellement les banques de dépôt pour protéger évidemment les réserves, l'argent des Français qui sont dans ces banques de dépôt. Encore une fois, comment, je vais revenir à cette question, parce que comment la sortie de l'euro nous immunise de l'effet de contagion de la crise? Mais parce que, monsieur, c'est l'euro qui crée une solidarité entre les pays. Vous voyez bien quel est l'objectif de la Troïka. C'est de forcer les pays qui sont dans la zone euro à prendre sur elles les pertes ou les dettes des pays qui vont tomber les uns après les autres. Grèce, Portugal, Irlande, etc. Nous avons déjà alourdi notre dette de 60 milliards pour venir au soutien de l'Irlande, du Portugal, de la Grèce. Quid si demain c'est l'Espagne qui vacille? Ce n'est plus un tout petit pays, c'est un gros pays. Or, on voit bien que l'objectif des marchés et de l'objectif de l'euro, c'est de créer une solidarité où nous serions tenus non seulement de notre propre dette, mais de la dette des pays voisins. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et ça ne tiendra pas. Je veux dire que si chacun retrouve sa monnaie nationale, eh bien, d'abord, nous allons réoxygéner nos économies. Parce que vous savez très bien que l'euro est une monnaie qui est trop forte, qui plombe nos exportations, qui plombe le tourisme. Et donc, pour créer, bah oui, d'accord, mais pour créer des exportations et retrouver la voie de l'emploi, il faut à l'évidence sortir de cette monnaie qui est trop forte pour notre économie. Merci, c'est la fin de cette première partie, on ne peut pas déborder. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite, après le journal. Merci. Retour sur le plateau de politique en compagnie de Marine Le Pen. Donc on a parlé dans cette première partie de la dette, de la crise de la Grèce, de l'euro. Peut-être dernière question avant de passer à la politique étrangère, puisque ça s'est terminé un peu sur... il restait un petit peu de suspense sur le temps nous était compté, sur la réponse. Dans le fond, vous disiez, Marine Le Pen, la sortie de l'euro permettrait de relancer les exportations. Et je crois que là, Raphaël, vous tiquez. Oui, ça permet effectivement de relancer les exportations, la sortie de l'euro par la dévaluation, c'est ce que vous préconisez. Ça va aussi alourdir considérablement le poids de la dette extérieure libellée en euros. Est-ce que ce n'est pas précisément au moment de la crise de la dette qu'on cherche à éviter l'alourdissement de cette dette? Non, je ne crois pas, parce que très honnêtement, je pense que si la France sort de l'euro, et a fortiori si l'Allemagne le fait avec elle, il n'y aura plus d'euros. L'euro n'existera plus, et par conséquent la dette ne sera plus libellée en euros, puisque la monnaie euro n'existera plus. Voilà, oui, donc... ça renchérir en tout cas le poids de cette dette extérieure. Ah non, détenue à 60% par des étrangers. Non, ça ne va pas la renchérir. S'il n'y a plus d'euros, elle n'est plus libellée en euros. Par conséquent, la dévaluation n'a plus d'influence. Sauf que le taux de change ne se fait pas sur lequel on est rentré dans l'euro. Sur la dette. Bon, je crois de surcroît que le seul moyen de réduire la dette, c'est de recréer la croissance. Il faut quand même arrêter de se raconter des coups. Je veux dire, si on ne crée pas la croissance, si on ne crée pas l'emploi, si on ne recrée pas les conditions d'exportation, on ne réglera pas le problème de la dette. On ne cessera de l'alourdir à un point qui deviendra évidemment insupportable pour les générations futures. Merci Raphaël. Donc on passe donc à la politique étrangère avec Gauthier Rebinski, chroniqueur international à France 24, que vous connaissez bien. Mais peut-être avant de parler de ça,
Troy Davis, et ce noir américain qui était accusé de crime, il a été exécuté jeudi dans l'État de Géorgie aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez la mobilisation qu'il y a eu pour le sauver, que ce soit en France ou aux États-Unis? Est-ce que ça paraît pas aujourd'hui un petit peu barbare, 30 ans après nous, on ne tue plus les gens en France? Oui, oui, d'accord. Si, il y a beaucoup de gens qui sont tués en France. Ce sont les victimes. Voilà. Parce que la peine de mort, elle a été arrêtée, sauf pour les victimes. Moi, ce que je vois, c'est que nos sociétés ne sont pas des sociétés de bisounours, que la violence s'aggrave, que la barbarie se généralise, et je ne suis pas sûr que cette espèce de laxisme qui existe à l'égard de la criminalité ne soit pas susceptible d'aggraver cette criminalité. Bon, moi je ne connais pas le dossier, en l'occurrence, de ce condamné à mort. Ce que je sais, c'est que j'ai plus confiance en la justice française qu'en la justice américaine, pour la simple et bonne raison, c'est que la justice américaine, il faut bien l'admettre, a enregistré un certain nombre d'erreurs judiciaires, pour une raison, c'est que quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer les moyens de prouver votre innocence. Quand vous n'avez pas d'argent, vous avez beaucoup plus de mal. Donc cet homme est peut-être innocent. C'est ce que vous êtes peut-être en train de dire. Je ne sais pas, mais en France, la situation est très différente parce que le juge d'instruction que Nicolas Sarkozy voulait supprimer instruit à charge et à décharge, et ce, quel que soit le niveau de fortune de celui qui est accusé. Est-ce que c'est un crime d'État? Est-ce que c'est un assassinat judiciaire, comme l'a dit Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux? Non, je ne crois pas. Moi, je crois que, encore une fois, la peine de mort appartient à l'échelle des peines. Je me pose la question de savoir, est-ce que Thierry Paulin méritait la peine de mort? Ma réponse, par exemple, est oui. Quelle est votre intime conviction là-dessus, sur la peine de mort? Faut-il la rétablir en France? Vous proposez un référendum? Oui, je crois si que c'est un sujet très sensible, où d'ailleurs interviennent aussi des considérations souvent religieuses. Oui. Bon. Et donc, je pense que les Français ont le droit de s'exprimer. Étant entendu mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, le choix, au fond de le vous choix est entre la peine de mort et la réclusion criminelle à perpétuité. Perpétuité, c'est-à-dire qu'on ne sort pas. C'est pas comme la perpétuité en France, où on sort au bout de 25 ans, ou au bout de 30 ans, on ne sort plus. Eh bien, c'est une question que les Français, à mon avis, doivent trancher. Mais votre conviction à vous, êtes-vous pour la peine de mort? Je suis pour la peine de mort. Je pense que si, encore une fois... Je vous ai souvent posé la question. Oui, parce que vous êtes croyante? Oui, je suis croyante, mais je pense très objectivement que s'il n'y a aucun risque à être criminel, si les criminels sont le seul métier du monde où on ne risque pas sa peau, eh bien on en arrive à des situations comme celle qu'on a vue hier, où on tue des policiers de plus en plus facilement, où on brutalise, on commet des actes barbares sur des êtres faibles de plus en plus, puisque de toute façon, on n'y risque pas sa vie. Je suis sûr que si les criminels risquaient leur vie, ils auraient peut-être moins tendance à aller au bout de leur pulsion. Alors ça, c'est pas prouvé, mais ça, c'est un autre sujet. Aux États-Unis, la peine de mort n'a pas fait diminuer la criminalité. Ça n'est pas vrai. La peine de mort a été supprimée aux États-Unis intégralement. Elle a été réintroduite dans toute une série d'États, et il s'est avéré que la criminalité a enregistré une baisse significative. Mahmoud Abbas, donc, pour parler de ce qui se passe à l'ONU, demande aux Nations Unies donc de reconnaître son pays comme un État à part entière. Alors, on l'a vu, Barack Obama a dit non. Nicolas Sarkozy propose un statut d'État observateur, de membre observateur. Quel sort faut-il réserver, selon vous, aux Palestiniens? Moi, je crois que les Palestiniens ont le droit à avoir un État souverain. Et je crois que ça fait très longtemps que nous disons que et l'État d'Israël et l'État palestinien doivent avoir la plénitude de leur souveraineté et évidemment la possibilité d'assurer leur sécurité. Je crois que la contrepartie de la transformation de l'État palestinien en un État de plein droit permettrait aussi d'avoir des exigences plus fortes à leur égard dans la lutte contre le terrorisme qui, il faut bien le dire, pourrit l'existence des Israéliens depuis de trop nombreuses années. Ça fait des décennies que cela dure, ça fait des décennies qu'il n'y a pas d'issue. Je pense que ça peut être une chance, après tout, ce statut accordé à l'État palestinien pourrait être une chance d'avancer vers la paix alors que rien d'autre n'a fonctionné. Marine Le Pen, en matière de politique internationale, vous avez une doctrine qui est celle de la souveraineté des peuples. Oui. Que fait-on de cette souveraineté lorsque le dirigeant de ce peuple la bafoue lui-même, opprime et massacre son peuple? Je pense à la Libye. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, il y a quand même depuis des siècles maintenant quelque chose qui s'appelle la diplomatie. Et il m'apparaît que les voies diplomatiques sont beaucoup plus efficaces que la voie des armes. Je pense que dans l'affaire libyenne, il aurait fallu
permettre notamment aux pays arabes et aux pays africains d'intervenir sur le plan diplomatique. Et que le fait d'être arrivé avec nos armes, nous, une action occidentale, dans un pays dont on sait que c'est pas si simple, vous savez, et vous êtes bien placé pour le savoir. Il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Non, mais il y a une action aussi des Arabes. Oui. Vous pensiez à la diplomatie. Oui, la diplomatie arabe, elle est très compliquée, elle est oui, complexe. mais je pense que l'Europe intervienne systématiquement, encore une fois, enfin pas systématiquement, parce qu'en Libye on intervient, mais en Syrie on n'intervient pas. On peut se poser d'ailleurs la question de savoir pourquoi en Libye et pourquoi pas en Syrie. Bon, c'est pas une raison pour être dans l'inaction totale à ce moment-là. Donc moi je dis qu'on est allé là-bas avec la plus grande puissance, quand même, la plus grande coalition militaire du monde. Bon, donc Nicolas Sarkozy se réjouisse d'avoir gagné la guerre. Très honnêtement, si on l'avait perdu, ce serait vraiment là pour le coup très inquiétant sur le plan militaire. Mais quid aujourd'hui de la situation en Libye? Qui exactement participe de ce Conseil national de transition? Est-ce que les djihadistes ne vont pas y prendre le pouvoir? Est-ce que la tribu qui a gagné, entre guillemets, parce que la Libye, vous le savez, c'est une guerre tribale. Mais vous préfériez Kadhafi? Est-ce que non, monsieur, moi, je ne suis pas ami avec Kadhafi. Alors, non, mais écoutez, entre monsieur... C'est effectivement le risque d'une révolution et d'une intervention militaire, je suis d'accord avec vous. Mais il ne fallait pas préférer Kadhafi. Ah ben, mais attendez, mais M. Kadhafi, jusqu'à présent, n'était pas l'ami des Américains. C'est pas M. Kadhafi qui avait aidé les Américains à lutter contre Al-Qaïda après les attentats du World Trade Center? Est-ce que ça n'est pas Kadhafi avec lequel l'Italie avait négocié pour éviter l'immigration massive telle qu'on est en train de l'organiser aujourd'hui, où à Lampedusa, il y a 25 000 immigrés clandestins qui sont arrivés et qui aujourd'hui sont en train de mettre le feu au centre de rétention. La population est quasiment en guerre civile. Donc il fallait garder Kadhafi. Je pense en tout cas que dans tous ces pays-là, ce sont des dictatures jusqu'à nouvel ordre. Mais est-ce que vous vous réjouissez qu'aujourd'hui ces dictatures tombent, Marine Le Pen? Kadhafi, avec toutes les réserves que nous avons 100 fois exprimées à son égard, avait mis en place une dictature, certes, mais une dictature laïque. Oui, bigre, oui. Dictature quand même. Oui, monsieur, mais est-ce que la dictature de demain ne sera pas une dictature islamiste? Mais toutes les dictatures sont à bannir. Il y en a que vous admettez, comme la dictature laïque. Si demain, monsieur... Oui, bien sûr. Bon, enfin, je veux dire, ça c'est un problème de géopolitique. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, quand même. Mais... Bon, oui, effectivement, il y avait des dictatures laïques. Oui, la Tunisie était une dictature laïque. L'Égypte était une dictature laïque. L'Irak était une dictature laïque. Bon. Est-ce que ça doit rester ad vitam aeternam? Ah mais monsieur, le problème n'est pas là. Le problème c'est, est-ce qu'on prend le risque de remplacer encore une fois une dictature laïque par une dictature islamiste? C'est ça la vraie question. Qui dit que ce sera ça? Ah ben voilà, ben là on va tenter. Hein? Allez, pourquoi pas? Allez, on tente, on fait un pari. Et si ça marche pas? Et si ça marche pas, on revient à Kadhafi. Et en Égypte, oui. Lorsque l'ambassade d'Israël est attaquée, qu'est-ce qu'on se dit? J'entends plus personne, moi, là, parler. Le mouvement du 6 février, immédiatement, qui réunit la plupart des manifestants, a tout de suite condamné cet acte-là. Ah, tout de suite condamné. Oui. Et quand les femmes ont fait en Égypte une manifestation qui a été réprimée par les islamistes, qui sont allés leur interdire de manifester. Les forces islamistes sont là, il faut les combattre, bien sûr, mais c'est une dictature parmi d'autres. Mais monsieur, ils participeront au gouvernement et vous le savez pertinemment. Et le grand danger, c'est qu'ils y prennent le pouvoir parce que dans toute une série de pays, ils sont la seule opposition véritablement organisée. C'est vrai en Égypte et c'est évidemment vrai en Libye. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas taire sur ce plateau, c'est que nous savons pertinemment qu'à Benghazi, il s'agissait là du centre de tous les djihadistes depuis... Faux. Si, c'est vrai. Il y a un centre laïque à Benghazi, justement, qui est en lutte contre les djihadistes. Bien sûr, et d'ailleurs, le chef, bien sûr... On ne peut pas dire que c'est le plateau des djihadistes. Et d'ailleurs, le chef militaire, celui qui est responsable aujourd'hui de l'organisation militaire de Tripoli, c'est qui? Oui, c'en est un. Ah, d'accord. C'en est un. Oui, mais ce n'est pas le plateau de Benghazi. Ce n'est pas comme ça que Benghazi est organisé. Alors moi, ce que je crains, c'est que la tribu qui a gagné, violente, probablement, et massacre la tribu qui a perdu. Je ne suis pas sûr que la Libye y gagne. C'est ça ce que je dis. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy aussi. Et avant d'agir pour des raisons électoralistes, parce que je crois que Nicolas Sarkozy a agi pour des raisons électoralistes, il faut être extrêmement prudent dans ce type de pays et arrêter de faire croire à l'opinion publique, encore une fois, il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Méchants qui, au passage, étaient considérés quelques mois auparavant comme des amis. Marine Le Pen.
Dans votre programme politique, à politique étrangère, il est écrit que vous regrettez l'effacement de notre pays sur la scène internationale, la baisse de notre influence. Quand même, ce qui s'est passé en Libye montre bien que la France a eu de l'influence. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez le drapeau français, parce que vous aimez le drapeau français, alors qu'il flotte à Paris, en France ou à Benghazi, ça vous fait quoi? Est-ce que là, il ne faut pas reviser vos fiches? Parce que si vous considérez que l'augmentation de l'influence de la France doit passer par la multiplication des conflits armés, je serais en désaccord avec vous. Je pense que l'influence de la France doit appartenir essentiellement à la diplomatie. Je crois que nous avons perdu effectivement de notre puissance diplomatique pour la simple bonne raison, c'est que toute une série de pays du monde se rendent compte que nous sommes très souvent à la traîne des États-Unis, que nous n'avons plus cette voix particulière dans le monde, cette voix spécifique qui était celle de la France, qui était en quelque sorte le chef de file des pays non alignés. Voilà ce que je pense. Aujourd'hui, nous apparaissons quand même comme des supplétifs des Américains. Et c'est de cela que découle notre perte d'influence dans le monde. On va passer, parce que le temps file, on aurait bien continué sur la politique étrangère. On va passer à la chronique de Soumaïa Benaïssa, parce que ça ne vous a pas échappé, Marine Le Pen. Il y a un nombre de femmes dans cette présidentielle en 2012, Ségolène Royal, Martine Aubry, vous, Nathalie Arthaud qui a remplacé Arlette Laguillet. La liste est longue des prétendantes à l'Élysée. Alors Soumaïa, quelque chose a changé. Il y a eu aux États-Unis le Black Power. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a le Woman Power? En effet, on pourrait presque parler d'empowerment, pour reprendre cette expression anglaise qui montre que les femmes gagnent du terrain en politique. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, parce que c'est pas forcément pour les raisons que l'on croit. En tout cas, c'est ce que défend dans Femmes et pouvoir sur la 5e République Maria Tsino. C'est un livre très intéressant, très instructif, qui nous montre que ce n'est pas du fait d'une avancée législative, institutionnelle, qu'il y a une avancée des femmes sur le terrain politique, mais c'est vraiment le fait des décisions arbitraires du prince, comme elle dit, des chefs d'État qui, depuis 1958, nomment les femmes. Et ça aboutit à ce paradoxe bien français qui fait qu'il est aujourd'hui peut-être plus simple pour une femme d'être ministre que d'être députée. Alors de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy, il y a une constante, c'est la féminisation par le haut. Ce sont eux qui nomment les femmes, qui les désignent. Alors il y a quand même eu une évolution quantitative, parce qu'on est passé d'un secrétariat d'État avec Charles de Gaulle à, on le sait aujourd'hui, enfin le gouvernement Fillon 2, à peu près 11 ministres femmes, 7 ministres pardon, et 4 secrétaires d'État. Une évolution quantitative qui s'est doublée d'une évolution qualitative. Elles étaient avant réduites aux affaires familiales, éducatives. Aujourd'hui, elles ont des ministères régaliens. On l'a vu avec Ségolène Royal encore en 2007, qui incarne vraiment cette féminisation, donc l'arrivée des femmes. Et surtout, il faut bien savoir que s'ils les désignent, c'est surtout qu'ils ont pris en compte l'électorat féminin. Ça ne nous a pas échappé, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si les femmes étaient peu enclines à voter pour votre père, peut-être qu'elles le seraient aujourd'hui. Donc c'est un électorat majeur pour vous. D'ailleurs, je voudrais juste souligner, je sais que le temps est court, vous avez fait il y a quelques mois la une du magazine Elle. Enfin, on vous a consacré je crois qu'on va le voir, un article, un portrait. Qui êtes-vous, Marine Le Pen? Ça avait fait beaucoup de bruit, parce qu'effectivement, on ne comprenait pas qu'un magazine féminin, féministe par excellence, vous accorde un portrait, tout simplement parce que vous incarnez quelque chose qui est insupportable pour les féministes, qui est vous êtes le produit de cette féminisation, et en même temps, vous défendez des valeurs qui ne le sont pas, qui ne sont pas féministes. C'est quoi des valeurs féministes? Eh bien, tout simplement, si on revient sur la loi Veil, par exemple, votre vice-présidente qui travaille, je crois, sur le projet de loi, le projet des femmes en tout cas, la dernière fois qu'elle s'est exprimée à ce sujet, a simplement dit qu'il ne s'agissait pas de revenir sur cette loi, mais en tout cas de réduire l'utilité de cette loi. Non mais attendez, vous croyez très honnêtement, par exemple, que vous pouvez limiter les femmes au seul problème de l'avortement? Mais les femmes, ce sont des citoyens comme les autres. Voilà, les femmes, elles travaillent, elles veulent vivre décemment de leur autre, elles veulent que leurs enfants et elles-mêmes et leurs parents vivent en sécurité. Jusqu'à présent, le Front National s'est intéressé aux femmes que par le biais de la famille et de l'enfance. C'est totalement faux. Ça, c'est tous les autres partis politiques qui ont fait ça. En l'occurrence, c'est pas le Front National. On attend toujours votre projet de loi. Moi, je trouve étonnant que des magazines féminins réduisent justement la femme, ce qui va à l'inverse de leur discours, uniquement aux problématiques de l'avortement, aux problématiques justement de l'enfance, aux problématiques du corps, c'est différent. Non, mais d'accord, mais aux problématiques ce sont des acquis. Est-ce que vous allez féminiser votre entourage
Corinne là, Fareza, par le exemple. problème n'est pas là. Mais moi, je ne décide pas de choisir telle ou telle personne en fonction de son sexe. Je décide de choisir en fonction de ses mérites, de ses compétences, de ses qualités. Et alors, vous avez il y a des femmes tas de compétentes femmes autour de vous qui sont compétentes et qui ont des qualités. Merci à tous les deux. Merci Gauthier, merci Soumaya, merci Marine Le Pen d'être passée sur le plateau de France 24. Tout de suite les infos, merci.